Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de l'épisode 8 de Watchmen, un épisode qui nous parle du temps, de la fatalité, de l'origine, de Dieu ou encore de l'amour et qui poursuit sur la lignée éblouissante que trace cette série depuis son tout premier épisode et qui nous entraîne, on l'espère, vers un final étourdissant. Comme toujours, le titre est représenté en rapport avec un élément de l'épisode, et cette fois, le Watchmen passe du jaune au bleu Manhattan avant que le M ne devienne noir. Et la musique qui accompagne ce début d'épisode, c'est Rhapsody in Blue de Gershwin, et qui ouvre toute une série de musiques autour de la thématique du bleu. Nous sommes en 2009 et le docteur Manhattan foule le pavé de Saigon un soir de fête de la victoire. Porter un masque à sa propre effigie nous en dit long sur l'importance du masque social et fait aussi référence à ce qu'il dira après à Angela qu'en gagnant la guerre du Vietnam, il cherchait simplement à devenir ce que les gens voulaient qu'il soit. Ce graffiti d'un sexe jaune témoigne du respect qu'il inspire à certains Vietnamiens, assez amusant quand on sait que le docteur Manhattan aime se balader à poil, et clin d'œil pour nous, spectateurs, qui pourront apercevoir ensuite l'impressionnante virilité de Cal au pôle sud. En allant un petit peu plus loin encore dans les références et même les auto-références, et notamment en parlant du Pitipédia, ce site compagnon de la série, eh bien on trouve cette fois-ci à propos du roman Folk Dancing, un roman déjà évoqué dans les comics et qui a été repris plusieurs fois dans la série. Je ne vais pas revenir sur ces évocations dans les épisodes précédents. En tout cas, on sait que dans ce roman existe un groupe d'anarchistes, les Tricky Dickies, qui dessinent ce genre de graffiti, et justement on retrouve sur l'image en bas à droite le A anarchiste qui nous confirme donc cette référence et qui ferait sans doute plaisir à Alan Moore s'il daignait regarder la série. Le titre de l'épisode, A God Walks into a Bar, est un jeu de mots à plusieurs niveaux. Déjà, on a bien Dr Manhattan, souvent considéré comme un dieu dans un bar. Ensuite, il vient rencontrer Angela à bar, et on sait que cette phrase débute généralement une blague. Voilà qui tombe bien avec ce bar chez Eddie, qui nous fait penser au prénom d'Eddie Blake, qui voyait la vie comme une vaste blague. Toutefois, en anglais, le verbe to walk into somebody ou into something a plusieurs significations, comme c'est souvent le cas de ces verbes à préposition. Alors évidemment, il y a la signification entrer dans un lieu, ou encore heurter quelqu'un ou quelque chose par hasard, mais aussi foncer dans une difficulté. Et du coup, je me demande si dans le dernier épisode, l'épisode 9, eh bien un dieu, par exemple le sénateur Kin au hasard, pourrait se heurter à Angela Hubbard, qui pourrait aussi faire référence donc à ce titre de l'épisode 8. Et puisque certains d'entre vous me l'ont demandé dans les commentaires sous la précédente vidéo, j'en reviens aux quelques indices qui m'avaient poussé à deviner de mon côté que Cal serait dans la série Le Docteur Manhattan. Pour commencer, je dois bien avouer que j'étais étonné de voir un acteur d'un tel calibre, à la carrière montante, jouer un rôle aussi secondaire dans une telle série, et déjà il y avait, selon moi, anguille sous roche. Ensuite, on a eu cette idée exprimée au détour d'un dialogue, selon laquelle le docteur Manhattan serait incapable de prendre une forme humaine, et j'y ai vu clairement un indice supplémentaire. Même si c'était plutôt a posteriori et pas sur le coup, le fait que l'agent Blake dise à Angela qu'elle trouve son mari Cal très sexy, c'était vraiment un bel indice là aussi, puisque Laurie c'est l'ex du docteur Manhattan, et l'indice qui m'a vraiment mis carrément la puce à l'oreille, c'est la façon dont Cal a eu d'expliquer la mort de Judd d'une façon très détachée à ses deux filles adoptives, et là de mon point de vue, il n'y avait déjà plus beaucoup de doutes. Et enfin, quand j'ai reconnu la forme du manoir que le docteur Manhattan faisait surgir du néant sur Mars, dans ce que Topher avait construit certainement avec l'aide de son père, c'était la confirmation finale qu'il me fallait. Alors bien sûr, il y a des tas d'autres indices qui sont dans la série, peut-être certains qu'on n'a pas encore découverts. Il y a par exemple ce fameux Godmiché Excalibur, comme Excalibur, c'est un espèce de jeu de mots qui sonne mieux en anglais qu'en français. Et puis il y a aussi le fait que Kal, ça ressemble à Kal-El, le nom de Superman, et d'autres choses aussi en rapport avec Abar, qu'on retrouve dans le titre d'un film de Blaxploitation que je ne connaissais pas du tout, et ça j'ai découvert après sur Reddit. Mais revenons plutôt en 2009 dans cet excellent dialogue qui résume parfaitement toute l'étrangeté qui consiste à vivre la vie de John Osterman devenu ce docteur Manhattan qui est autant spectateur qu'acteur de cette ligne de temps qui lui est impartie. John apporte une bière à Angela dans un bar, tout comme Jenny Slater, son premier amour, l'avait fait pour lui 50 ans auparavant en 1959 dans la base de recherche militaire d'Arizona où ils travaillaient tous deux. Car oui, s'il y a bien une caractéristique très humaine, voire très masculine, que John Osterman a conservé au-delà de sa transformation en Dr Manhattan, c'est sa nette préférence pour les femmes plus jeunes. Et oui, il avait déjà abandonné son premier amour, Jenny
Slater. Il lui avait préféré Laurie Blake qui avait alors 16 ans dans les comics, et cette fois c'est bien Angela, 33 ans, qu'il vient rencontrer, alors que Laurie Blake est toujours vivante, mais à ce moment-là, elle a 60 ans. Et on comprend tellement l'amusement d'Angela face aux explications de John qui sont certes totalement vraies, mais semblent si farfelues, notamment quand il évoque la création de la vie sur Europe, ce satellite de Jupiter. Et au passage, un Jupiter, c'est le nom de famille, en tout cas traduit en français, des deux Silk Spectre, Sally et Laurie, même si Laurie a ensuite pris le nom de famille de son père, le comédien, Eddie Blake, ce qui donne Laurie Blake. Et tout l'épisode regorge de références religieuses, pour la plupart très directes et évidentes, avec la notion de Genèse, de Jardin d'Éden, de perte de l'innocence, de pommes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à Dieu, Dr Manhattan a donc décidé de ne pas créer une vie à son image, mais plutôt de nouveaux humains plus doux et conciliants, ceux qui ne peuvent imaginer un pire supplice pour celui qui veut les abandonner que de lui écraser des tomates sur la tronche. Ce n'est pas tout, puisqu'on apprend que John a souhaité donner à ses nouveaux Adam et Ève l'apparence de ce couple de lords anglais qui aidait les juifs persécutés à fuir l'Europe, un couple aussi charmant que croyant qui lui confie une Bible en lui faisant promettre de concevoir quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et même si a priori on sait que les parents d'Adrian Veidt sont des immigrants germano-américains, on a quand même un petit doute éventuellement, puisque par coïncidence, Adrian Veidt est né précisément en 1939, et on sait que ce couple de lords anglais cherchait à concevoir cette même année. Le passage sur le choix du corps est assez intéressant. On se doute que la gêne d'Angela qui la pousse à ne proposer son choix favori qu'en dernière option s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, John Osterman est né blanc et elle peut supposer que devenir noir pourrait lui poser problème. Par ailleurs, ce choix pourrait illustrer une sorte de biais social, voulant qu'une femme noire choisirait plus facilement un homme noir. Et enfin, voire même surtout, on peut se demander si Angela n'avait pas reluqué par inadvertance sans doute ce corps lorsqu'il est arrivé à la morgue la première fois. Il faut dire qu'il est particulièrement athlétique et bien proportionné, si vous voyez ce que je veux dire. Comme prévu, 6 mois après leur rencontre, le couple se dispute car il est insupportable pour un humain d'être avec le Dr Manhattan qui connaît le déroulement de chaque événement du quotidien à l'avance. On peut y voir une référence directe aux comics dans lequel Laurie est choquée quand elle comprend que John n'est jamais uniquement dans le moment présent avec elle, même quand ils font l'amour. Ce qui est fascinant avec John, que j'appellerai Cal à partir de ce point de la vidéo, c'est qu'il reste peiné par des événements qu'il connaît déjà. Sa perception globale du temps ne l'immunise pas pour autant à la douleur du rejet d'Angela. Il ressent tout à la fois et en même temps aussi bien la destruction de son corps en 1959 que le moment où il tombe amoureux de cette femme déterminée à le protéger, alors qu'il lui a déjà annoncé que c'était impossible d'y parvenir. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, c'est justement dans sa capacité à nous faire ressentir toute la puissance de cette relation, de cet amour, que cet épisode est incroyablement réussi. Il faut dire que dans les épisodes précédents, la relation d'Angela et Cal était mignonne tout au plus, mais avec l'épisode 8, elle prend une dimension tragique, poétique et presque mythologique, comme le souligne d'ailleurs Angela en évoquant Zeus qui se transforme pour venir séduire une mortelle. Et Cal fait à Angela une preuve d'amour ultime en acceptant d'oublier tout ce qu'il était pour vivre auprès d'elle presque comme un homme ordinaire. Et comment ne pas être profondément touché par ce tunnel de l'amour, un tunnel de 10 ans qui ne peut se terminer que dans la tragédie, comme toutes les relations qui vont soit se briser, soit trouver une fin dans la mort. Comme si tout ça ne suffisait pas déjà au génie de cet épisode, on a en plus droit à la fabuleuse scène de Cal qui rend visite à Adrian Veidt dans son complexe désuet et croulant de Karnak dans l'Antarctique. Et au passage, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute qu'on trouve ici Jeremy Irons dans son meilleur rôle depuis longtemps, tout support confondu. Outre les quelques clins d'œil aux comics qu'il serait ici un peu inutile et fastidieux de répéter, la scène nous apprend surtout que c'est bien Adrian Veidt qui maintient l'illusion des chutes de calamars dimensionnels. Et on peut dire que ce génie est doublement dépité. D'une part, l'humanité continue à multiplier les armes et les catastrophes nucléaires malgré tout ce qu'il lui a donné, et surtout, il sombre dans l'anonymat le plus complet sans être reconnu pour ce qu'il considère comme son plan génial de sauvetage mis en place 23 ans plus tôt. Et au passage, au détour d'une ligne de dialogue, on apprend que Adrian Veidt savait déjà que le Dr Manhattan s'était rendu sur Europe, le satellite de Jupiter, puisqu'un petit éléphant le lui avait dit. Alors évidemment, il ne fait aucun doute que ce petit éléphant c'est Lady True, mais ce qui est étonnant c'est que Lady True soit déjà au courant alors que les documents du Pitipédia à son sujet n'évoquent des lancements de satellites qu'à partir de 2010.
Et du coup, je ne vois que deux explications, deux possibilités. La première, c'est que les lancements de satellites par Lady Trieu ont commencé avant 2010 en secret. Deuxième possibilité, c'est que Lady Trieu elle-même possède des pouvoirs de préscience comparables à ceux du Docteur Manhattan et qu'elle a pu prévenir au passé Adrian Veidt de ce qu'elle avait appris au futur. Et aussi, je vous rappelle que je suis convaincu que Lady Trieu n'est autre que la fille de Adrian Veidt et qu'elle semble tenter de se maintenir dans une immortalité illusoire en se clonant elle-même. Quoi qu'il en soit, en échange d'un aller simple pour un paradis artificiel, Veidt accepte de fournir à Cal un moyen d'oublier qui il est. Et le plus amusant, c'est évidemment la révélation que l'anneau bombardé de tachyons, ces particules qui brouillent les perceptions du Docteur Manhattan, était le plan A d'Adrian Veidt pour veiller à ce que le Dieu bleu ne vienne pas contrecarrer ses projets, un plan A qu'il avait mis au point 30 ans auparavant. Et dans les comics, Veidt avait déjà utilisé les tachyons pour cacher certains faits au Docteur Manhattan, et c'est cette même particule qui est utilisée dans le canon qui aspire Cal en fin d'épisode pour le téléporter de force dans la cage construite dans la base de la 7e cavalerie pour l'y détruire et transférer ses pouvoirs au sénateur Keene. Alors oui, moi aussi je trouve très bizarre ce très haut niveau de technologie disponible à la 7e cavalerie, peut-être qu'on aura des explications à ce sujet dans l'épisode final. De mon point de vue, la scène de l'anneau est une sorte de forme supérieure de mariage, alors que Cal s'apprête à tout oublier de lui-même pour s'adonner pleinement aux 10 ans d'amour avec Angela. Les silhouettes de cette scène nous renvoient à l'image des Hiroshima Lovers, un dessin de rue qu'on retrouve dans le comics et qui s'inspire, on le suppose, de deux amants dans une dernière étreinte au moment de l'apocalypse nucléaire. La fin d'épisode revient au réveil de Cal lorsqu'Angela lui a retiré le fameux anneau. Docteur Manhattan est perturbé, perdu dans le flux du temps qu'il perçoit d'un bloc, et on remarque au passage le petit hibou rappelant Night Owl dans la chambre des enfants alors qu'ils voient leur père version bleue qui marche sur la piscine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le dialogue qui s'engage avec une Angela, elle toujours très terre à terre, est très rigolo malgré le drame et l'urgence de la scène. Et on comprend bien sûr l'importance pour la suite qu'Angela voit Cal sur la piscine, et on se demande si son envie de faire des gaufres pourrait avoir un rapport avec cette capacité expliquée en 2009 à Angela dans le bar, quand il indique qu'il pourrait théoriquement transférer à une autre personne ses capacités par l'intermédiaire d'un aliment organique à consommer. Et là, les théories s'emballent forcément puisqu'on se demande tous qui pourra ou aurait déjà consommé un aliment qui lui conférerait les pouvoirs du Docteur Manhattan. On pense potentiellement à Will Reeves qui a pris la peine de se libérer des menottes d'Angela pour manger des œufs durs. Après tout, Cal est venu discuter avec Will 10 ans plus tôt et l'intervention d'Angela lui laisse à penser que Judd Crawford est un membre de Cyclope, le tout formant un magnifique paradoxe temporel, Cal observant que la réponse à la question de l'œuf ou de la poule est forcément qu'ils sont apparus en même temps. Toutefois, l'histoire des gaufres pourrait impliquer le transfert des pouvoirs à l'un des enfants, Topher par exemple, puisque le prénom complet, Christopher, signifie celui qui porte le Christ, tout comme cette forme d'Eucharistie à base de gaufres permettrait au gamin d'absorber le corps de Dieu et de le devenir en quelque sorte. Et puis après tout, il y aura peut-être même plusieurs personnes porteuses de ce pouvoir dans l'épisode final, l'épisode 9, par exemple donc Topher, un très jeune garçon, un vieillard, Will Reeves, ou encore une femme d'âge moyen vietnamienne, Lady Trieu. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qui va botter le cul du sénateur Keene. Même si je l'ai déjà évoqué, le moment où Cal tombe amoureux est juste formidable en termes d'écriture et de puissance émotionnelle. Il rend la fusillade qui s'ensuit totalement tragique, au sens de la véritable tragédie grecque. Certains demanderont pourquoi Cal ne tue pas tous les terroristes d'un seul coup, référence d'ailleurs à la mort de Rorschach dans les comics. Mais c'est simple, le Docteur Manhattan n'a jamais été tout puissant. Il reste une marionnette parmi d'autres, contraint par son propre destin. Il n'a pas cette inconscience qui lui permet de se battre coûte que coûte contre l'inévitable, cette qualité si étrangère qui lui rend justement Angela si fascinante. Et concernant cette scène post-crédit du fascinant Adrian Veidt, on retient surtout le livre Fog Dancing. Pour en savoir plus au sujet de ce livre, lisez l'article du Pitipédia, je vous mets le lien en description. Cet article permet au passage de comprendre que Lubman est très certainement un alter ego que Del Pitti s'est trouvé en lisant ce livre, qui parle de soldats d'élite en costume argenté moulant et recouvert d'une crème de protection contre les brûlures. Et dans cet article, on apprend également que la phrase si importante prononcée par John Osterman, Dr Manhattan, à Adrian Veidt à la fin du comics, Nothing Ever Ends, provient elle aussi de Fog Dancing, ce qui peut expliquer la fascination de Adrian Veidt, comme à peu près tous les justiciers masqués, pour ce livre.
Quand Adrian Veidt trouve le fer à cheval dans le gâteau de son 7e anniversaire sur Europe, on se souvient soudain du clin d'œil de Mrs. Crookshanks en procureur, on se souvient aussi du premier épisode dans lequel Mr. Phillips proposait un fer à cheval à Veidt pour couper son gâteau, ce à quoi Veidt répondit qu'il n'en avait pas encore besoin. Là encore, étrange témoignage d'une forme de préscience qui rappelle les pouvoirs du Docteur Manhattan. D'ailleurs, comment Veidt a-t-il pu prévoir le passage exact du satellite si lui aussi ne vit pas simultanément toute sa ligne de temps? Eh oui, même si je sais bien qu'Adrian Veidt est un génie, certains types de calculs ont leurs limites si on n'a pas à disposition les données adéquates. Ce qui est clair, c'est qu'Adrian Veidt va se servir du fer à cheval, symbole de chance, pour s'évader et sans doute finir en statue écrasée dans le champ des Clark racheté juste à temps par Lady True, qui semble elle aussi trop bien connaître les événements à l'avance. Absolument rien à voir avec tout ce qui précède, mais si vous aimez les jeux de société, je vous invite à aller jeter un œil au financement participatif de Tsunami Island, un jeu de plateau bien sympa pour lequel j'ai pu participer à une phase de bêta-test avec quelques potes, donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Évidemment, si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous ne laissez pas un pouce en l'air et un gentil petit commentaire, je serai obligé de venir vous trouver chez vous et de vous écraser plusieurs tomates sur la tronche, et ce sera avec plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!